Salut à tous, c'est Nicolas Rago pour limpers.com. Aujourd'hui une vidéo de PLO 402.4 entrant en dit sur fulltilt.fr. Alors c'est ma première vidéo de PLO, je suis content de faire cette première vidéo. Je m'étais promis d'en faire une seulement quand j'aurai le niveau pour justement. Alors j'ai beaucoup travaillé mon jeu, j'ai commencé à peu près en septembre 2010, c'est-à-dire il y a à peu près 8 mois de ça à travailler énormément mon jeu. Euh, donc principalement en regardant des vidéos, les vidéos de mes collègues Renaud, Rui et Alex qui sont extrêmement forts dans cette variante. J'ai beaucoup progressé et alors à mon tour j'ai envie de contribuer au stock de vidéos de PLO, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors moi j'aurai mon regard du joueur qui a appris récemment, donc je vais essayer de vous donner des conseils sur comment qu'est-ce qu'il faut travailler pour progresser. Alors c'est un jeu déjà qui est quand même assez différent du NL. Il y a beaucoup plus de combinaisons possibles et les alors un des faits c'est que en PLO les équités des mains sont beaucoup plus proches sur les boards qui évoluent. Par exemple en NL, si vous allez vous retrouver avec top pair contre deuxième paire, si ça part tapis au flop, et ben vous allez avoir souvent 75% d'équité, je sais pas, quelque chose comme ça. En PLO, c'est pas souvent qu'on aura, si ça part un gros pot à tapis, euh, ça sera de l'ordre du flip ou du 65-35, mais ça sera très rare d'avoir un 90-10. Euh, au, Au ANL, on peut faire brelan contre deux paires et être quasiment drawing dead par exemple. Donc les équités sont vraiment différentes. Ce qui signifie que dans ce jeu-là, en fait, on va vouloir faire souvent folder l'adversaire et l'agression est récompensée. Contrairement au NL, on peut plus souvent sous-jouer des mains. Euh, Au PLO, ça va être différent. On va souvent miser notre équité et c'est-à-dire que on aura des mains décentes. On va les miser. Donc il y a le concept de value protection, qui est un concept un peu qu'on retrouve pas vraiment en NL. On va par exemple miser en PLO à la turn euh, parce que on a une main, on a par exemple une top pair dans un tout petit pot et on va miser parce que on pense faire folder très souvent l'adversaire. Et c'est pas qu'on pense se faire payer par moins bien, mais c'est surtout qu'on pense lui voler de l'équité. Parce que si on check, l'adversaire va prendre une free card et il aura peut-être 35-40% d'équité face à notre main, mais si on avait bet, sa main était trop faible pour pouvoir payer. Donc on lui vole de l'équité. C'est beaucoup un jeu de vol d'équité en fait, le PLO, faut le voir comme ça. Alors moi ce que je vous conseille si vous êtes débutant en PLO, c'est de commencer sur des petites limites, évidemment c'est vrai dans tous les jeux, mais encore plus en PLO parce qu'il y a beaucoup de variance. La variance c'est dû au fait qu'on joue beaucoup plus souvent de tapis, on va plus souvent à tapis, et les équités comme je l'ai dit sont assez proches, donc on va jouer beaucoup de 60-40, ça augmente beaucoup la variance. Euh, voilà, donc ça c'est un des premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est jouer sur des plus petites limites, 5 fois moins votre limite. Euh, Il y a beaucoup de choses qui sont pas intuitives. Ne croyez pas que vous êtes bon en PLO. En fait, plus on joue, plus on s'aperçoit bon, on progresse, mais que finalement avant on était assez faible. Euh, donc voilà, il faut faire vraiment très attention parce que c'est un jeu qui est tellement à forte variance qui peut vous faire croire en fait que vous jouez bien alors que pas du tout. Euh, alors il y a un logiciel qui s'appelle Pro Poker Tools. Je sais que Balmix a fait une vidéo très intéressante sur ce logiciel-là et notamment sur pas mal d'exemples de Omaha. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo. C'est un logiciel qui est très puissant, qui permet de faire beaucoup de choses et qui permet entre autres calculer les équités contre une range de main en PLO, etc. Donc c'est vraiment très bien. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder quand il y a des all-in et quand il y a des mains à l'abattage, de regarder avec Hold'em Manager. Je vais vous montrer ici. Euh, Si je clique ici sur le pot,
Alors évidemment c'est une vidéo qui est déjà enregistrée donc je peux pas cliquer pour vous montrer, mais si on clique ici ça va s'ouvrir sur le dernier pot joué, et si on voit les mains d'abattage en fait il va nous mettre l'équité pas seulement quand c'est parti à tapis mais l'équité quand au flop, à la turn et à la river, et c'est toujours important de regarder en fait si c'était parti au flop quelle équité vous auriez eu contre cette main là, et à force de regarder les mains vous allez vous faire une bonne idée des équités contre les ranges adverses, contre les mains adverses, et à force de regarder des dizaines et des dizaines de fois les équités de vos mains, vous allez, vous allez progresser. Et vous aurez une espèce de sensibilité et vous allez vous dire non mais ici c'est un call avec les cotes, chose qui est assez contre-intuitif par moment. Voilà, et bah déjà c'est des conseils, c'est une introduction qui est un petit peu longue, hein, il me semble. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. Donc on va partir maintenant avec des mains et avec des exemples concrets. Alors ici je joue contre deux adversaires en 3 lead. Le premier adversaire, Mihai Manolé, qui est un joueur Red Pro, qui n'est pas français et qui joue de temps en temps sur fulltilt.fr. Alors il a un niveau très moyen, il est assez weak en PLO, et je vous détaillerai quelques leaks qu'il a et comment je les mets en comment j'adapte mon jeu contre lui. Et on a un autre joueur, Stifler X69, qui est apparemment assez weak, assez faible aussi. Donc contre ce genre de joueur, je vais jouer beaucoup de mains, surtout en position, au bouton. La position, c'est un élément primordial en PLO, alors évidemment en NL aussi, mais je pense que c'est le pouvoir de la position est plus important en PLO. Euh, Notamment parce que il y a des fois des configurations où ça va être difficile de check raise pour value à la river. On va plutôt tenter des check call ou des bets. On va pas pouvoir prendre un raise de value. Et donc du coup quand on est en position, ça permet de savoir ce que l'autre va faire. Et donc vraiment c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça qu'on va bien sélectionner nos mains, essayer de jouer beaucoup en position et mettre la pression sur les adversaires qui sont assez weak. Donc ici j'ai foldé évidemment, là j'ai attaqué, j'ai ces bêtes. Donc j'ai une main descente, j'ai open-ended des tirages couleurs. Si je savais que les adversaires ne... Si les adversaires n'ont pas tirage couleur, évidemment je suis extrêmement bien dans la main, je suis jamais à moins de 50%. Le problème vient du fait... Stack off cette main c'est assez dangereux en fait, puisque quand l'adversaire va stack off, souvent il aura au moins deux paires, ou brelan, ou alors un combo de deux paires plus tirage couleur, ou paire plus tirage couleur, et dans ces cas-là on est vraiment mal, parce que notre tirage couleur est dominé. Du coup on a hauteur 4 et on joue... on a paire de 3 et on joue juste le tirage quinte. Donc c'est... en fait, la valeur de notre main changerait vraiment si on avait tirage couleur max. Là on pourrait se broc sans problème, puisque notre tirage couleur max euh, n'est jamais dominé, et le tirage quinte, on a le tirage quinte vers les nuts, donc ça c'est important. C'est un jeu où le PLO, on a envie de faire les nuts, notamment pour value, c'est beaucoup plus facile, c'est très difficile sur beaucoup de boards de ne pas value ce qui est autre que les nuts. Dans des gros pots, dans certaines configurations. Euh, et le value sin, en fait, ce qu'on va appeler un value sin à la river, en PLO, c'est pas du tout le même concept qu'en NL, c'est-à-dire le value sin en PLO, des fois c'est les troisième ou quatrième nuts, mais ça reste un value sin. Euh, voilà. Donc ici, nous avons une doublette du 2 qui n'améliore pas ma main, et qui est plutôt une mauvaise carte. Euh, une mauvaise carte pour faire une bonne main, entre guillemets. Puisque dans ces cas-là, je ne ferai pas les nuts quoi qu'il arrive. Par contre, l'avantage des doublettes en PLO, contrairement au NL, ça c'est une des grandes différences entre les deux jeux, c'est qu'une une doublette de la turn en NL, c'est comment dire, si vous misez flop sur un board Dame 5-2
que l'adversaire vous check call, c'est qu'il a soit Ace High, bon il peut avoir un tirage couleur, mais il peut avoir, admettons qu'il a une paire. Si la doublette du 2 arrive, l'adversaire va pas souvent abandonner à la turn. En gros, voilà, sur les doublettes en NL, un adversaire va avoir tendance à ne pas folder. Contrairement au PLO. En fait, au PLO, on peut coller au flop avec beaucoup de mains, du type une dame et un tirage couleur assez mauvais, comme par exemple tirage couleur au 9 ou au 10. On peut avoir, je sais pas, une paire de valets, tirage couleur, on peut avoir une gutshot et une paire, une main comme ça qu'on va peut-être check call au flop. Et sur la doublette du 2, en fait, ça nous coupe tout l'envie de payer, puisque on peut être trop in dead si on a juste une dame en main, par exemple. Euh, donc c'est une carte qui est assez discriminante en fait. Comme c'est un jeu où on a envie d'avoir les nuts, c'est un jeu où on essaye d'avoir les nuts. Sur une doublette en fait, euh, en général l'adversaire déjà il n'a pas il a pas, en général il a pas brelan au flop parce qu'il aurait souvent check raise pour protéger sa main et pour la value. Ça veut dire que sur ce genre de carte l'adversaire aura pas souvent un très gros jeu à part peut-être dame 2 ou 5-2. Euh, Donc les doublettes en PLO en fait c'est des cartes qui sont très bonnes à barrel pour l'agresseur puisqu'on va se faire souvent folder l'adversaire. Donc certes euh, elle n'est pas bonne pour ma main, mais par contre la configuration est très bonne à bluffer. Donc ici j'ai un 2 barrel assez facile, si mon adversaire me raise c'est un fold quoi qu'il arrive. Mon adversaire check, je le connais pas trop, alors ici il pourrait avoir une main du type Dame 2 ou 5-2 avec laquelle il n'y aurait pas forcément d'intérêt à raise. Et qui pourrait décider de sous-jouer. Donc dans ces cas-là, il me collerait tout le temps turn. Et je vois pas trop ce qu'il peut avoir d'autre. Peut-être une paire de rois ici, ou un combo de top pair, as-dame et tirage couleur par exemple. C'est possible. Mais je le connais pas et j'ai peur qu'il m'ait recall river, donc j'ai décidé d'abandonner. Euh, je sais pas trop quoi penser de ce check et en fait j'ai gagné avec paire de 3, c'est juste. C'est incroyable. Alors mon adversaire m'a payé au flop avec. Euh, donc déjà il a pas tribet cette main là, pourquoi pas. Et au flop il a check call ce qui est vraiment mauvais. D'une part parce que il a tirage couleur au roi, qui est un tirage couleur qui est pas max, il a que ça. Il a un overcard mais ça compte pas vraiment en PLO. Alors c'est vrai qu'il a des tirages quinte backdoor, s'il touche une grosse carte comme un 9, un valet, un 10, 8, 9, 10, valet, dame, roi, c'est des bonnes cartes pour lui. Mais typiquement ici avec sa main je préfère check raise. Euh, en gros, un peu en NL, vous allez check raise des mains qui ont de l'équité, donc des cut shots. Vous n'allez pas check raise R en général, vous allez check raise des mains comme avec des overcards, une gut shot et une overcard, des mains comme ça. Euh, en PLO c'est un peu le même principe, sauf que on va éviter de le faire avec juste des gut shots. On va essayer de, comment dire, ça va être décalé d'un cran. C'est-à-dire, on va le faire avec des mains avec lesquelles on n'a pas envie de check call. Parce que c'est des mains, on n'a pas envie de subir. On a typiquement des tirages couleurs qui sont pas max, des tirages quintes qui sont pas max, mais on a quand même sûrement de l'équité. On ne sait pas quels outs seront bons, si seront toujours bons. On a de l'équité, donc on préfère check raise, transformer notre main en bluff, et se garder de l'équité sous le coude. Alors ici, clairement, il a pas masse de tirage. C'est vrai, ce qui est bien, c'est de check raise par exemple des gutshots et des tirages couleurs en PLO. Mais check call ici, c'est vraiment une erreur et importante, et encore plus à la turn, c'est horriblissime de coller parce que déjà il peut être drawing dead. En général, il prendra aucune value si un cœur tombe. Puisque là si un cœur était tombé moi j'aurais check back ma flush au 8, j'aurais pas value. La seule value qu'il va prendre c'est contre les bluffs en fait qui voudront bluffer les cœurs, mais voilà c'est extrêmement mal joué. À la turn c'est un fold tout le temps. À la limite il peut check raise en bluff, mais bon c'est donc là on a un adversaire en gros qui sûrement
je pense, a l'habitude de jouer en NL, qui doit être assez mauvais en NL. Mais par contre, il a fait la transition il y a très peu de temps en PLO et il essaye de jouer pareil, donc c'est-à-dire très passif, il a un tirage, il va payer. Donc contre ce genre de joueur, euh, je pense qu'il va falloir s'ébêter un petit peu moins les flops. C'est-à-dire que les mains où j'ai pas trop d'équité, il va falloir les abandonner. Et contre lui, il va falloir que je 2-3 barrels beaucoup plus. Je pense qu'il va me coller assez light à la river. Parce qu'il pense que toucher une couleur c'est une forte main. Donc contre lui je vais pouvoir value un peu plus in. Il devrait être calling station et je vais moins bluffer river. Voilà, ça va être le plan. Donc au bouton j'ai joué vraiment beaucoup de mains, je sais pas combien, peut-être 60-65%. Euh, bon finalement il est parti. Et on a je crois un reg qui le remplace, Kazus 31. Qui doit être un reg de 2-4 je crois de NL et PLO. Alors ici si Mi-Eye avait attaqué au bouton, j'aurais foldé en grosse blinde cette main. Euh, c'est une main qui hors position qui est pas très forte. Maintenant contre le grosse blinde, je suis obligé d'attaquer. Je vais assez souvent fold ici dans cette position en petite blinde contre grosse blinde. Je vais souvent fold parce que la grosse blinde a l'avantage de la position. Maintenant, elle est assez décente pour attaquer. Allez, vous pouvez attaquer les mains double suit dans ce genre de config, je pense, quasiment toutes. Donc là, je me fais tribet, c'est un call. Je vais jamais fold. Je vais très rarement fold en fait sur un pot tribet. Euh, En gros, quand vous jouez en NL, allez, grosso modo, si vous faites tribet, vous allez folder 2 fois sur 3. Vous allez jouer que 35% des mains avec laquelle vous avez ouvert. Donc vous allez folder assez souvent. En fait, en PLO, c'est tout l'inverse. Vous allez très rarement folder. Quand je dis très rarement, c'est peut-être de l'ordre de 10-15%. Je vois des fois certains joueurs qui foldent 40%, c'est juste affreux. Vous allez fold très très peu souvent et vous allez coller beaucoup. Pourquoi? Parce que les équités, encore une fois, sont très proches. Si vous prenez une des meilleures mains, qui est peut-être As-As, Valet 10 ou As-As, Roi-Roi, euh, si vous, si vous prenez As-As, Roi-Roi contre une main random, ça va être, allez, du 65-35. Ouais, je pense, contre une main random, 70-30 peut-être. Si vous prenez Pair d'As, c'est 82% je crois contre Any2 quoi, en NL. Donc les équités sont beaucoup plus proches, on peut se permettre de payer beaucoup plus facilement. C'est plus c'est un jeu qui se joue beaucoup au flop, même si le jeu pré-flop est important et voilà. Ici j'ai pas touché, j'ai touché un 5 mais qui sert pas à grand chose, j'ai pas de gutshot, donc ici j'abandonne. Alors aussi une des grosses différences avec le PLO, avec le NL pardon, c'est qu'en PLO on va rarement bluffer avec rien. On va, en fait il y a beaucoup de spots où on n'a rien touché, on va tout le temps fold. On va pas chercher à comprendre. Euh, c'est pas comme en NL où des fois on va tenter des gros bluffs. On va, euh, on va par exemple tribet en bluff avec une main comme 18. On a touché une gutshot et on va 3 barrels en bluff. En PLO, en PLO ça va, ou alors on va float avec une gutshot en NL et puis on va essayer de faire un bluff assez avancé. En PLO on fait beaucoup moins ça en fait. Euh, on va déjà parce qu'on va moins sous-jouer et on est obligé d'avoir des mains en fait pour outplay l'adversaire. On est pour outplay, non mais pour lui voler les coups, on peut pas lui faire avec rien tout le temps. Donc là par exemple là j'ai un fold facile. Je vais jamais faire de move sur ce genre de board. Donc là j'ai fait rien au flop mais j'ai un c-bet assez facile. C'est un board qui est assez discriminant pour l'adversaire. Dans le sens que euh, soit il a une main très forte,
soit il a rien, mais il a pas de à peu près quoi. Et donc c'est un board il va souvent fold. Donc contre des joueurs qui sont relativement passifs, mais en règle générale c'est un jeu de toute façon où il faut beaucoup agresser, donc il faut beaucoup barrel. Au flop, je vous conseille d'abandonner, de ne pas s'ébêtre les mains qui ont aucune équité. Quand vous ratez complètement le flop, vous n'avez aucune chance d'amélioration, de quoi que ce soit. C'est important d'abandonner. Et par contre, c'est important de bet son équité. Donc il y a pas mal de coups, on va semi-bluff, on va 3 barrels en fait, énormément. Il faut jouer très agressif parce que l'adversaire va souvent il va souvent fold. Et déjà, vous avez souvent une équité qui est directe, qui est descente contre la main adverse, même si vous savez qu'il va vous call. Donc plus le fait de cumuler qui peut vous fold sur vos différents barrels fait que le move est très... voilà, on a un peu moins le principe de la free card qu'on peut avoir en NL par exemple, où des fois on a un beau draw, on préfère le check et turn, on n'a pas envie que l'adversaire nous raise. En Pialo c'est un petit peu différent quand même. Donc les flush draws à l'as sont très importantes, ça change beaucoup des flush draws au roi. Tout simplement c'est qu'il y a pas mal de spots en fait qu'on va pouvoir value, chose qu'on pourrait peut-être pas faire aussi bien avec flush à la dame et flush au roi dans certains spots qui sont assez gros, ou voilà, ou même des fois l'adversaire bed river sur la flush. Si on a flush au roi, des fois souvent ça va être ça va être un just call. Par contre si c'est flush à la dame, à l'as pardon, bah évidemment on a nuts donc on va check raise. Et ça change pas mal de choses. Alors ici, je me suis fait tribet, donc j'ai un call évidemment automatique. Je pourrais peut-être fold si j'avais une main du type 4-4, 5, 10 par exemple, Badougi ou même shoot une fois. Mais même si c'est shoot une fois, je vais payer. Mais les mains Badougi avec des paires, on va souvent fold sur les tribets, mais c'est quasiment les seules mains qu'on va fold en fait. Donc là, les mains double suit, on va jamais fold. J'ai touché un board excellent parce que j'ai bottom pair. Ici j'ai deux solutions. Soit je raise. Alors mon bet standard ici ça va être de raise spot. Comme c'est un board assez drawy, je vais pas raise fold en fait ce genre de board. Euh, Avec la profondeur des tapis, évidemment, je ne vais pas raise à 120 et folder sur le shove. Chose que je pourrais faire en NL évidemment. Mais en PLO, les équités font que on peut pas le faire. Voilà, si par exemple j'ai flush draw max, je vais stack off. Si j'ai des draws intéressants, je vais stack off, mais je vais pas faire un espèce de raise intermédiaire. Euh, si je raise à 120, c'est tout le temps pour stack off. Alors ici j'ai deux solutions, donc c'est soit sous-jouer, soit stack off. La ligne standard c'est de stack off, puisque il y a beaucoup de cartes qui sont très dangereuses pour notre main. Tous les trèfles, les 10, les valets et les dames. Euh, donc ça fait 15 cartes à peu près, un tiers du paquet, qui sont des cartes dangereuses pour notre main, qui pourraient d'une part nous faire perdre le coup, et d'autre part, même si on a toujours la gagne, de nous empêcher de value. Alors, le problème ici, c'est que dans les pots 3 bêtes, quand on a une paire par exemple, si on a top pair ici, ou un 4 et tirage couleur, un mauvais tirage couleur au trèfle, des fois on va tenter de just call, et la plupart du temps quand on va just call, c'est qu'on aura des mains assez faibles, qui auront du mal à supporter des deux barrels. Et c'est vrai que si l'adversaire s'en aperçoit, il va pouvoir de barrel beaucoup de turns en bluff et nous voler beaucoup de coups, on va avoir tendance à beaucoup fold. Donc ce qu'il faut équilibrer, c'est que il y a des mains avec lesquelles on va se permettre de sous-jouer sur certains boards. Évidemment on prend le risque de perdre le coup et de toucher une très mauvaise turn, mais en contrepartie ça lui permet d'équilibrer notre stratégie et d'être moins lisible en fait. Donc ici, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est de sous-jouer en espérant une brique et de stack off turn. Là, je le fais parce que le board est
est assez correct pour sous-jouer, il n'est pas trop dégueulasse. Donc voilà. Donc ici le 10 de cœur rentre, qui n'est pas une très bonne carte, mais on va dire qu'il y a pire. La quinte dame valet rentre. S'il avait bête, j'aurais fait all-in, et puis s'il a quinte dame valet, tant pis. Maintenant, il peut le faire avec beaucoup de mains, il peut bet pot pour se commit avec des mains comme As-Roi et les cœurs max, deux paires, des mains comme ça, avec laquelle il a envie stack off. Donc je peux être devant sa range de value évidemment. Voilà. Donc maintenant il a check, ici je pense qu'il va souvent abandonner, mais bon, je décide de bet call, s'il me fait all-in, bah tant pis, s'il a dame valet, mais il peut le faire comme je vous l'ai dit avec d'autres mains, il peut check raise aussi, check raise all-in avec d'autres mains que la quinte. Alors, ce qui est très important, c'est de compter le nombre de quintes possibles en piello. Si vous avez un board 9-10 roi, il n'y a qu'une quinte possible, c'est dame valet. Donc ça fait beaucoup moins de combinaisons que sur un board 9-10 valet. Sur un board 9-10 valet, il y a une quinte avec roi dame possible, avec dame 8 et avec 7 et 8, ce qui fait 3 quintes possibles, donc 3 fois plus de possibilités. Et évidemment, sur ce genre de board, c'est beaucoup plus simple d'avoir la quinte que sur un board avec 8-9. Comme précédemment, pardon. Alors, une des caractéristiques du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est difficile de sous-jouer les mains. Donc là, j'en ai profité avec Brouland 4, ce qui n'est pas vraiment la ligne standard, mais euh, j'en ai profité d'avoir une main suffisamment forte, même très forte, sur un board assez dry pour pouvoir le faire. Euh, et c'est un jeu aussi où les gens bluffent assez peu finalement. Ils ont assez peur euh, que l'adversaire ait nuts en face, voire seconde ou troisième nuts, mais finalement ils se disent que l'adversaire va très souvent call. Donc les gens bluffent assez moins, sont assez passifs, ils ont toujours peur des nuts. Euh, donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir un jeu assez stéréotypé, ils vont être assez passifs, ils vont check call beaucoup pour essayer de toucher les nuts. Et quand ils vont avoir des mains moyennes faites, ils vont avoir tendance à check call et à pot control. Et quand ils vont avoir les nuts, ils vont avoir tendance à jamais sous-jouer et à faire all-in. Donc c'est un jeu qui est assez exploitable parce que bah déjà vous avez une idée de quelle est la force de leurs mains et vous pouvez vous adapter en conséquence. Après un bon joueur il va savoir sous-jouer de temps en temps les nuts, mais il va savoir pourquoi il le fait, quel risque il prend à le faire et le joueur agressif va savoir mixer aussi avec des bons semi-draws et tapis turn par exemple, etc. Bien placé. Bon, c'est une vidéo où il n'y a pas trop de coups qui se développent, mais je voulais pas avoir trop de coups compliqués en fait, puisque je voulais surtout exposer des principes assez simples dans ce jeu, vu que c'est ma première vidéo. Euh, je suis assez content de la faire justement parce que c'est vrai que j'ai beaucoup progressé ces derniers temps dans ce jeu, et je prends beaucoup de plaisir à jouer, beaucoup plus que le NL. Donc je suis content de faire cette vidéo. Alors ici j'ai un bluff assez simple contre lui, puisque en fait il est weak et il est assez face up ici, il a jamais une grosse main, donc alors je pourrais value sin de paire ici, entre guillemets sin, mais ici j'ai touché plutôt un bon board, j'ai touché flush au 7, ce qui n'est pas une grosse main. En général, si on prend deux bêtes de value, on est assez content. C'est, ça arrive jamais de prendre trois bêtes de value avec ce genre de main. Donc là, je préfère que mon adversaire check. S'il check, j'ai tout le temps gagné quasiment. Quand il bet ici, je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Je sais pas s'il peut semi-bluff. Alors je décide de payer. La plupart des joueurs ne bluffent pas river, comme je l'ai dit, ils bluffent très peu. Euh, ils ont toujours peur, surtout que sur ce genre de board, j'annonce que j'ai couleur. Je pourrais avoir couleur max, euh, évidemment. Je pourrais sous-jouer cette couleur. Euh,
Donc, euh, donc j'ai un call facile à la turn. Maintenant la river, mon adversaire bet. Je pense que c'est un fold. Il value jamais moins bien, ça c'est sûr et certain. Et je pense pas qu'il me bluffe. Donc voilà, j'ai fold. Jusqu'à preuve de contraire. Maintenant, si je m'aperçois que l'adversaire a tendance à beaucoup trop barrel les boards monocolores, il me faudra payer un peu plus souvent et surtout sous-jouer les mains, les couleurs max ou deuxième couleur max. Il faudrait que je les sous-joue pour lui prendre 3 barrels de value en fait et pour le laisser bluffer. Donc là j'ai une main très forte au bouton. Une main très forte puisque j'ai un as et deux cartes, compris entre le roi et le 10, plus la flèche draw à l'as. Et même j'ai le combo As-3 aussi qui peut faire des tirages quintes. Donc c'est vraiment une main forte avec laquelle j'aurais tribet si le bouton avait attaqué. J'ai touché top 2 sur un board assez drawy. Alors encore une fois j'ai une main forte, mais c'est vrai que si je me fais check raise, bon je vais pas fold hein, mais une main du type un as et tirage couleur et en flip contre ma main, il va jouer tous les cœurs et en fait il aura 3 cartes pour faire pair. D'ailleurs, ça c'est un truc euh, que j'ai pas parlé, mais souvent les joueurs n'y pensent pas vraiment. Quand vous avez en NL un tirage couleur plus une paire et que l'autre a overpair, en fait on joue donc on joue le tirage couleur et on joue pour faire brelan ou deux paires pour battre son overpair. Et notre possibilité de faire deux paires, bah, elle est assez simple, puisque si par exemple on a 10 et valet et qu'on a une paire de 10, et bah il y a 3 valets dans le paquet qui va nous faire deux paires. En piano c'est différent. Si vous partez contre les as à tapis au flop, par exemple, et que le gars a les as secs, vous avez tirage couleur et une paire, en fait vous jouez le tirage couleur, vous jouez brelan, mais vous jouez trois possibilités différentes pour faire deux paires. Donc trois possibilités, comme il y a trois cartes, ça fait 9 quoi. Donc ça rajoute beaucoup d'out. Ce qui change beaucoup l'équité par rapport au NL. Donc 19-3-5 c'est des mains qui sont très faibles puisque j'ai un tirage couleur mais il faut prendre ça comme un bonus. Et 19-3-5 en gros j'ai deux combinaisons 10 et 9 qui sont un peu connectées et 5 et 3. Mais les mains comme alors 19-5-3, 10 et 3 c'est une mauvaise combinaison. 10 et 5 aussi, 9 et 5, 9 et 3. En fait c'est un jeu où il faut utiliser deux cartes. Donc en gros on a je crois quelque chose comme 12 combinaisons possibles. Euh, peut-être que je dis une connerie, mais du moins si vous avez une main comme 8, 9, 10 valets, la combinaison 8, 9, c'est une main, euh, c'est une vraie, comment dire, euh, c'est connecté, 8 et 10 aussi, toutes les mains en fait toutes les cartes, les 4 cartes sont connectées les unes entre elles et peuvent s'aider les unes des autres. Et donc ça augmente le côté, la jouabilité de notre main. Ça c'est un caractère qui est assez important dans ce jeu. C'est assez difficile d'établir des mains plus fortes que d'autres. Souvent on va parler de jouabilité. C'est pas comme en NL. On va moins parler de jouabilité. En PLO, il y a des mains qui sont peut-être qui ont un peu une moins bonne équité à tapis, mais qui vont être beaucoup plus jouables, qui sont beaucoup plus connectées, beaucoup plus faciles à manœuvrer. Donc ça c'est quelque chose d'important. Typiquement, une main comme As-As de 7 Rainbow, c'est une main qui a peu de jouabilité. Alors évidemment, on va essayer de tribet et de mettre le maximum d'argent pré-flop, parce que c'est une main avec laquelle on va être favorite, mais par contre, c'est très peu jouable. Par contre, une main comme 5, 6, 7, 8 double suit, euh, des fois on va être
légèrement derrière certaines mains. Par contre, notre jouabilité elle est très grande. Des fois on va rien toucher évidemment, on va pouvoir folder facilement, mais sur pas mal de bornes on aura beaucoup de potentiel. Des tirages quintes, des raps de quinte. Euh, Ça c'est important. Ici j'aurais pu abandonner, j'ai décidé de c-bet, fold évidemment. Euh, bon cette fois-ci je suis obligé de barrel. Si en fait je bet ce flop c'est pour bluffer le tirage couleur, river. Bon, je pense que mon adversaire a rarement full. Bon, il peut avoir peut-être des full dame 6, dame 3, dame 2. Bon, il avait la flush. Il l'a joué de manière standard. C'est normal qu'il value par river. Il n'a pas grand-chose à prendre en value. Euh, En gros, ici, c'est très très signe de bet pour lui. Ce serait mal joué de toute façon. Puisque moi, si je paye, ça veut dire que j'ai un bluff catcher. Donc mon adversaire a checké, donc il a très très rarement quinte évidemment. Donc ici c'est un board où je vais tout le temps. J'ai peut-être la meilleure main à la turn, hein, mais si j'ai la meilleure main, mon adversaire a beaucoup d'équité pour me battre. Dans ces cas-là, en bêtant, je lui vole de l'équité et c'est assez rare qu'il va me raise à la turn parce que il représente jamais les nuts normalement. Donc il a peur que je lui revienne dessus. C'est un assez mauvais bluff. Donc ici, l'adversaire va souvent bluffer, passer turn. Malheureusement, il m'a payé. À la river, bah, je suis obligé de bluffer. S'il a la dame, tant mieux. Finalement, il avait une main qui était forte, vraiment très forte, puisqu'au flop, il a tirage quinte par le bas. Il a une gutshot pour tirer vers le tirage à la dame. Au cas où moi j'aurais dame valet, il peut encore tirer pour split. Et surtout, il a un tirage carreau. Même s'il a tirage carreau 9, ça lui rajoute de l'équité. Évidemment. Et il a sous-joué, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est intéressant à retenir. Typiquement, sur le genre de board maintenant, je pourrais bluffer turn et peut-être abandonner river. Ça voudrait dire qu'il a quelque chose. Donc on attaque beaucoup au bouton, hein. Ce qui serait des mauvaises mains, ce serait des mains qui seraient pas connectées, des mains badougi, donc avec quatre couleurs différentes. Voilà. Alors une chose aussi, des mains qui peuvent paraître bonnes mais qui sont mauvaises, c'est des mains comme 2-2, paire de 2, 7-10. On a l'impression que en fait il faut pas jouer comme en NL. En NL, si on touche brelan, on a quasiment tout le temps gagné et on va pouvoir extraire beaucoup de value, on va pouvoir sous-jouer. En PLO, on peut se prendre des 7 over 7, c'est assez fréquent. Et ensuite, c'est beaucoup plus difficile d'extraire de la value de bottom 7. Euh, on va extraire de la value surtout si on part à tapis avant la river, mais euh, c'est très très rare qu'avec paire de 2, même ça, je crois que ça peut pas arriver, qu'il n'y ait pas de quinte possible à la river. Donc si on a fait full, on a le plus petit full possible. Et ça c'est pas évident de gagner des gros tapis. Souvent on va gagner des gros tapis si on part à tapis au flop ou à la turn. Donc c'est les brelans, il faut faire attention, c'est des mains fortes, mais euh, en aucun cas ça justifie le fait de payer pré-flop. C'est pas comme en NL, on va payer avec paire de 2 parce qu'on sait que si on touche, on va pouvoir gagner un très gros coup très souvent. Donc c'est un peu différent. Et les équités sont beaucoup plus proches. En pielon, on va faire brelan, on aura des fois 60% d'équité. Ici, le jeu standard, c'est de payer. Bon, j'ai tribet. Bof, bof. Chose que je pourrais faire si je me retrouvais en heads up, par exemple, contre Kazuls. Si Miai avait fold, j'aurais pu faire ça juste pour mixer un petit peu. Euh, c'est des mains qui est pas très connectées, mais c'est une main qui est double shoot et c'est correct. J'ai touché full. C'est le genre de board ici où mon sizing ça va être demi-pot, voire un peu moins, puisque c'est un board qui est très discriminant pour l'adversaire, soit il a rien, soit il a touché un 9. Donc je vais être content de bluffer souvent le coup ici, j'ai pas besoin de miser fort, j'ai misé donc toujours la même chose.
40% du pot peut-être. Alors au bouton on va attaquer beaucoup en heads up. On va attaquer quasiment 100%, on ne va pas jouer les brelans en main. Et c'est tout quasiment quoi. Après contre un adversaire qui est vraiment très 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 maniaque du tribet, on peut se permettre d'attaquer que 85-90% du temps au bouton. Euh, voilà. Mais évidemment, ça n'est pas le jeu standard d'attaquer 85% au bouton. Et c'est un leak évidemment de le faire sans arrêt, de le faire de manière systématique. Je vais essayer d'avancer pour voir si je trouve quelques mains sympathiques. Voilà. Donc on a Kolkolo en grosse blinde de Mihai. J'ai Tribet les rois, donc qui est une main forte, une main qui est un peu connectée, suite au roi, donc qui justifie un tribet évidemment. Si par exemple j'ai des très mauvais rois, souvent on va pas tribet, donc les très mauvais rois c'est typiquement des mains badougi, où j'ai pas de tirage couleur, et j'ai des mains genre paire de rois avec un 2 et un 6 par exemple. Paire de rois, un 5 et un 9. Ça c'est des très mauvaises mains. Ici c'est pas le cas, donc j'ai tribet. Je me rappelle que j'avais pas vu combien on était dans le coup ici. J'aurais pu tenter un check Grésoline. Pourquoi? Parce que les joueurs peuvent penser que ça ne touche pas ma range et qu'ils veulent le protéger ou le fait. Et dans ces cas-là, je prends pas mal de value à check Grésoline. Mais bon, je peux bet aussi. Ma main est très forte, là je vais aller à tapis. En fait, quand vous avez tirage couleur et overpair, c'est une main qui est très forte. Bon, après, ça dépend quel overpair vous avez, mais comme paire de roi par exemple, c'est très fort. Alors, c'est évidemment mieux d'avoir paire d'as pour plusieurs raisons. Déjà, si on part à tapis, que l'adversaire a un as en main par exemple, sans avoir tirage couleur, ça lui rajoute 3 outs pour me battre, euh, pour faire paire d'as. Et surtout aussi, ça lui évite d'avoir tirage couleur à l'as. S'il a tirage couleur à l'as, en général, il va être souvent favori contre ma main, ou du moins ça va être un flip. Euh, je peux des fois être derrière, mais s'il a pas de tirage couleur à l'as, je vais quasiment jamais être derrière. Après, s'il a brelan, j'ai un peu plus de 35% d'équité, parce que je joue deux rois et tous les carreaux. Et s'il a deux paires, ça va être un flip. Je suis peut-être même légèrement favori, je sais pas. Donc évidemment, je suis content de stack off. Si on était très 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 deep, ça changerait beaucoup d'avoir paire de roi ou paire d'as ici. Le fait d'avoir flush draw max ou pas. Donc là, j'ai un stack off easy. Et il s'avère que je tombe contre une mauvaise main. Il a tirage couleur. Tirage couleur max et top pair. Donc il joue les 10, les dames, les 3, les as, les carreaux. Donc moi je lui bloque 2 out pour les carreaux. Mais voilà. En gros, j'ai la meilleure main au flop, mais il est devant en termes d'équité. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Donc c'est très pratique sur Hold'em Manager ici, comme vous le voyez. Il y a le dernier pot qui va s'afficher, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez pouvoir afficher la main et voir surtout les équités au flop turn river des mains. Donc là à la turn j'avais 0 évidemment. Je vais essayer de vous montrer ça normalement. Voilà. Donc ici on a le déroulement de la main et on voit ma main. Pré-flop j'avais 52% contre la sienne et au flop j'avais que 42%. Donc il est légèrement favori. Mais évidemment, si je sais que j'ai 42%, même si je vois sa main, je vais tout le temps stack off au flop puisque le pot est suffisamment grand au flop pour que ça soit un stack off facile. Donc voilà. Bon là je suis mal tombé évidemment parce qu'il a un monstre. Hein. Il a top pair, top kicker, tirage couleur max et des montantes. Plus peut-être même une gutshot, je sais plus. Donc je suis très mal tombé. Voilà. Il y a beaucoup plus de setup en PLO qu'en NL. Il y a beaucoup de mains qui doivent partir au flop. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Ah non, j'ai collé. Oui, c'est ça. Euh, donc ici j'ai tirage. J'ai quinte max. Je pense que mon adversaire a jamais couleur parce qu'ici il reste c'est bête. Euh, donc je bête pour value évidemment à la turn. Je peux être payé par deux paires par exemple qui veulent pas de contrôle.
Ici, s'il est misé sur le 10, j'aurais pas été très content, puisque je pense que s'il a deux paires, il aurait check. Sauf s'il a amélioré en full, évidemment. Donc j'aurais abandonné, je pense qu'il bluffe très très peu en fait. Donc voilà, j'ai pris mon bet de value. Je pense que si c'était une brique, j'aurais pu value. Si c'était pas un 10, même doublé du 2, j'aurais peut-être pu value. Alors ici, on a, comme je l'ai dit, une main avec un as, deux grosses cartes et un tirage couleur. Alors c'est un peu mieux quand on a le tirage couleur à l'as. Euh, Notamment si par exemple j'ai un as de 2 cœurs et roi valet d'une autre couleur. Pourquoi? Parce qu'on a le tirage couleur max et c'est mieux d'avoir le 2 de cœur plutôt que le roi de cœur puisque ça laisse des possibilités que l'autre ait deuxième tirage couleur max. Ça lui laisse la possibilité d'avoir le roi de cœur et un autre cœur par exemple. Donc là l'idéal, la meilleure main possible avec cette combinaison ça aurait été l'as de cœur, le 2 de cœur et random roi valet. Ici je me fais 4 bêtes, c'est un joueur qui est très serré, donc je pense qu'il a quasiment tout le temps les as, ou des très très bons rois, ici pour me 4 bêtes commit évidemment. Donc il est hors de question de payer un 4 bêtes puisque j'ai un as en main et ça diminue beaucoup mon équité. Avec pas mal de mains on va payer, on va essayer d'aller voir le flop et voir si on a une équité qui est descendante contre les as. Mais à partir du moment où moi j'ai déjà un as, ça m'enlève beaucoup de possibilités de deux paires. Et donc voilà. Donc c'est le genre de main qu'on va tout de suite fold. J'aurais payé si j'avais une main comme 8, 9, 10 dame par exemple, suit. Euh, je vais finir sur une dernière main peut-être. Voilà, finalement il y avait pas de grosses mains très intéressantes ensuite puisque ça, j'ai beaucoup ces bêtes et les adversaires ont fold. Euh, alors ce qu'il faut retenir en PLO, comme je l'ai dit, euh, j'ai dit j'ai dit pas mal de choses. Alors c'est un jeu de vol d'équité le PLO, car les équités sont très proches. Donc on va essayer dans pas mal de spots d'agresser l'adversaire pour lui voler de l'équité. On va moins sous-jouer évidemment. Euh, le concept de main forte en PLO n'est pas le même que le concept de main forte en NL, évidemment. Il va falloir rehausser nos mains. Euh, voilà, ce que je vous conseille c'est de travailler votre jeu, de réfléchir à certains spots, travailler Pro Poker Tools, regarder les all-in EV, pardon, les all-in sur les mains qui partent à tapis. Et puis euh, essayez d'être objectif sur votre jeu, parce que c'est un jeu assez cruel, encore plus que le NL. Ça peut vous donner l'impression que vous êtes bon alors que vous ne l'êtes pas. Typiquement parce que vous allez gagner 10 sur 10 ou 15 000 mains, vous allez run good. C'est un jeu où la variance est plus grande, donc les run good sont plus. Et les bad runs sont plus courants, on va dire, sont plus extrêmes. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous êtes débutant dans le jeu, ça peut valoir le coup de jouer, c'est assez distrayant et personnellement ça change, ça casse la routine du NL on a un peu vite fait le tour du NL quoi. C'est vrai que voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez des questions n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous souhaite à une prochaine vidéo. Ciao ciao.